Et bonjour à tous, bonjour à toutes dans ce deuxième épisode de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur TrickPlay Podcast. Pendant ce temps, dans le groupe 5, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, le principe est simple, on va parler des résultats dans le groupe of 5 et de la course au playoff. Pour m'accompagner aujourd'hui, je ne suis pas avec Baptiste aujourd'hui, mais je suis avec Célos. Célouz. Comment on prononce déjà ton pseudo? Les deux, ça marche. Les deux, ça marche. Voilà. Ouais. Ouais, donc je suis avec Célos, qui est grand fan de Texas A&M notamment, mais qui s'intéresse aussi au Group of Five et qui a gentiment accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Ça fait, ça fait plaisir de revenir après les previews de cet été avec Elio. Ouais, c'est vrai qu'on t'a vu sur une quinzaine, on t'a entendu sur une quinzaine de previews cette année, et tu me disais en off que tu aimes beaucoup le début de saison. Ouais, bah, je trouve que c'est un début de saison intéressant. Il y a eu quelques beaux matchs. Il y a des équipes qui jouent globalement, ça joue assez bien au football. Il y a quelques équipes qui sont où c'est pas beau à voir, mais globalement, il y a quand même toutes les semaines, il y a des bons matchs, y compris des matchs auxquels on s'attendait pas forcément. Et dans le groupe of five, il y a des belles petites surprises et bah, c'est une saison qui est très intéressante. Surtout avec en plus cette place en playoff Ouais, pour le cette place groupe en of five playoff. à Mm. venir. Et ouais, comme c'est la première saison où une de ces équipes aura une place en playoff, bah forcément, y a de l'enjeu sur quasiment tous les matchs. Et ça va. En fait, là, j'ai envie de dire qu'on est un peu sur la pré-saison pour ces équipes-là, parce que ce qui comptera après sera la conférence, puisqu'il faudra gagner sa conférence pour espérer avoir une place. Mais mine de rien, les équipes sont en train de construire leur dossier au fur et à mesure, donc c'est assez intéressant. Et on a eu pas mal de rebondissements cette semaine, avec des équipes qui étaient bien en vue sur ce début de saison, qui se sont un peu pris des bâtons dans les roues. On va en parler au cours de cet épisode. Et je te propose de commencer avec la conférence numéro 1 du Group of Five, l'American Athletic Conference, avec un résultat assez inattendu. Ouais, et bah, Memphis qui se déplaçait à Navy s'est fait écraser par les Midshipmen. Bon, bah, comme d'habitude, hein, c'est un énorme jeu au sol de Navy qui a dominé le match, notamment avec le quarterback Blake Horvat qui fait un match à 400 yards cumulés et 6 touchdowns. Donc, Ouais, avec un touchdown de 90 yards, notamment touchdown qui a eu lieu, si je dis pas de bêtises, qui a eu lieu voilà, ouais, à peu près, qui a eu lieu dans le quatrième quart-temps au moment où Memphis était en train de pousser pour essayer de revenir. Et Blake Horvat qui a marqué 6 touchdowns en tout. 4 touchdowns à la course et 2 touchdowns à la passe aussi à noter. Leur jeu de passe n'a pas été ridicule aussi, mais c'est vrai qu'ils ont complètement marché sur une équipe de Memphis qui avait gagné contre Florida State la semaine dernière et qui bah, de toute l'a façon, c'est. premier coup d'arrêt. Ouais, bah, de toute façon, là, Navy, ils sont à plus de 10 yards par jeu, hein, Mm. Ouais, en moyenne sur le match. Et bah, forcément, quand tu prends 10 yards par jeu, bah, la défense ouais, de Memphis, là, ça a été un naufrage complet, hein, parce que c'est pas possible. Pour les prétentions qu'ils avaient, c'est pas possible d'encaisser ça, surtout face à une équipe qui est aussi unidimensionnelle que Navy. On sait ce qu'ils vont faire et on est rarement surpris par ce que Navy fait, donc c'est un peu compliqué. ouais, c'est ça, c'est que tu te rends chez Navy, tu sais globalement ce qu'ils vont jouer et tu t'es fait marcher dessus à la course. Et c'est vrai que la défense des Tigers était déjà un sujet l'année dernière parce que il y avait des moments comme ça la saison dernière où il y avait un naufrage complet de la défense. Et pendant l'intersaison, ils avaient fait les ajustements en recrutant notamment un nouveau coordinateur défensif et en faisant activer le portail des transferts pour récupérer pas mal de joueurs du côté des défensifs du ballon.
Et ça avait plutôt bien marché sur les 3 premiers matchs, puisqu'ils avaient encaissé 28 points en cumulé sur les 3 premiers matchs. Et là, ça a été la débandade totale. 56 points encaissés. Et à des moments, en plus, 21 points encaissés dans le deuxième quart-temps, 21 points encaissés dans le quatrième quart-temps. C'est pas possible quand on veut viser la place de la meilleure équipe du Group of Five, c'était pas possible de rendre ce genre de fiche. Avec un pick 6 en plus dans le quatrième quart. Oui. Mais Memphis a complètement déjoué. Seth Hennigan a fait un match vraiment moyen. Il a rendu un match vraiment 371 yards. Mais 32 sur 56 au niveau des passes, donc il y a quand même eu beaucoup de passes incomplètes. Et ouais, ce pick six, ça fait très très mal. Le jeu de course n'a pas été mauvais du côté. En fait, l'attaque de Memphis n'a pas fait un mauvais match. Hein. C'est vraiment la défense qui a complètement fait perdre ce match. Ouais, et quand il a fallu qu'il remonte, cet Hennigan, il a un peu trop forcé. Hein. Du coup, c'est ça qui explique ses incomplétions. Et en plus, le pick 6 à la fin du match qui clôture les débats définitivement. Et oui, parce que Memphis avait réussi à revenir à 5 points et avait le drive de la gagne qui s'est terminé donc sur un terrible pick six pour les Tigers qui on avait dit la semaine dernière qu'après la victoire contre Florida State, les Tigers normalement avaient, s'ils étaient sérieux, un boulevard. J'avais dit attention quand même les déplacements en Navy, parce que moi j'ai le souvenir Central Florida à l'époque, c'était un peu la spécialité de faire un gros match, la semaine d'après te déplacer à Navy et te faire rentrer dans un match à la Navy, c'est-à-dire les mecs te marchent dessus à la course, font des drives qui sont assez longs, et puis derrière tu rentres dans leur jeu. C'est exactement ce qui est arrivé aux Tigers. Et puis les académies militaires, c'est rarement à sous-estimer. Hein, ils font régulièrement des saisons à 10 victoires dans le Group of Five, donc faut faire attention, parce que même si on sait ce qu'ils font, c'est-à-dire courir et encore courir, ça marche quand même tous les ans. Il y a au moins une de ces équipes-là qui brille. Oui, exactement. Et cette année, il y a même les deux équipes en American, parce que l'Army, les Black Knights ont rejoint l'American Athletic Conference. Ils ne sont plus indépendants après. Ils ont été indépendants toute leur histoire, hein, il me semble. Cette saison, donc ils ont fini l'indépendance. Ils ont rejoint cette conférence, parce que les changements aussi dans le college football font qu'il vaut mieux rejoindre une conférence, puisque l'accès aux playoffs, à part si tu t'appelles Notre-Dame, en fait, maintenant si tu es indépendant, ça va être compliqué d'accéder aux playoffs. Et Army fait aussi un très bon début de saison, puisque eux aussi sont invaincus 3-0, et ils ont fait une belle victoire contre Rice. Ouais, 37-14 contre Rice. Là aussi, un très très gros match du quarterback Bryson Daly, qui fait 350 yards cumulés à la course et à la passe, et 5 touchdowns. Donc là aussi, un Army mené par son quarterback qui bat Rice. Moins impressionnant que... Une autre journée au boulot pour le quarterback d'Army, un petit peu, on dirait. C'est vrai qu'il a lancé 9 passes pour 107 yards. Enfin, il a complété 6 passes pour 107 yards, et derrière, c'est 23 courses pour 145 yards. Moins impressionnante la victoire, mais gros début de saison aussi pour Army. 3-0 pour eux. Ouais, avec 2 interceptions en défense. De toute façon, c'est une défense assez solide. Hein. Army, c'est toujours le cas. C'est toujours des bons athlètes, en tout cas, au minimum. Et ça joue solide, ça défend bien, ça court, et cette année, ça gagne. Cette année, ça gagne, et on va voir jusqu'où ça pourra aller. Ça pourrait avoir une incidence sur le college football. On y reviendra un petit peu derrière, parce que le comité n'a pas trop prévu que les équipes militaires soient en lice pour les playoffs. Parce que la petite incongruité du comité, c'est qu'ils vont choisir les équipes qui vont en playoff avant le traditionnel match entre Army et Navy qui a lieu la deuxième semaine de décembre. Donc on pourrait avoir un cas un peu bizarre où Army et Navy, une des deux équipes peut-être se qualifier en finale de conférence et remporte la conférence, mais derrière perd le match, et donc se retrouve avec un bilan un peu moins bien qu'un autre vainqueur, mais est déjà qualifié. Enfin bon, voilà la beauté du comité qui réfléchit pas toujours à tous les cas. On pourrait avoir le cas bizarre dès la première saison, quand on voit le début de saison d'Army et de Navy.
Ouais, bon, faudra faire Oui, attention, hein. on est encore loin. Les deux, ils ont Notre-Dame au calendrier. Ils ont aussi tous les deux leur match contre Air Force, qui, même si Air Force n'est pas bien parti, ces matchs-là, c'est toujours un peu particulier. Donc, bon, le début Oui, de saison est jeune encore. le début de saison est jeune, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a eu ce cas là qui a ressurgi en fait après ces 2 victoires de Navy et d'Army ce week-end. Il y a eu tout ce cas là qui a ressurgi que ce fameux match là aura lieu après la sélection du comité. Bon, on est encore loin, bien sûr, mais ce serait un peu étrange, ce serait un peu drôle si on arrive à cette situation-là, mais on est encore loin. Il s'est passé d'autres choses aussi dans la conférence. Ouais, il y a eu. On va regarder, on va reprendre du début. Donc, il y a Miami qui a explosé South Florida. Mm. Liberty qui a battu East Carolina. Donc, Liberty, pareil, un match solide, hein. Salter, bon, Oui, c'est son fait des, match. il fait des stats, mais bon, c'est pas forcément ultra propre à la passe, mais il fait son match. Ouais, il fait son match. Gros match aussi de Cooley à la course, comme d'habitude. À Liberty, qui n'est pas de l'American Athletic Conference, mais qui jouait contre East Carolina et qui est en 4-0. Qui, pour l'instant, tout se passe bien pour les Flames, qui en plus de ça ont un des calendriers les plus faciles de la ligue. Donc tout se passe bien pour les Flames pour l'instant. Ouais. Ensuite, il y a Yukon qui a battu Florida Atlantic 48-14. Hein. Pareil, Yukon qui sont indépendants, donc avec un gros Qui, va match de leur coureur, surtout. qui vont rejoindre l'American Athletic Conference en 2031 pour le football, d'ailleurs. Ils les rejoignent dans les autres sports en 2020. Non, ils vont rejoindre la. Non, c'est la Big 12 qui vont rejoindre, non? Je crois qu'il n'y a rien de fait. Hein. Il n'y a rien de Il y a fait des encore. rumeurs, Il y mais je crois avait. que Yukon, il y a rien de fait encore. Ouais, il n'y a rien de fait encore. Bon, mais bon, pour l'instant, ils sont indépendants et ils commencent la saison en 2-2 avec une victoire contre Florida Atlantic. Tulsa qui a gagné face à Louisiana Tech 23-20. Louisiana Tech qui avait fait un beau match contre North Carolina State et qui malheureusement s'est fait battre par Tulsa en overtime. Sur un field goal en overtime. North Texas a écrasé Wyoming 44-17. Charlotte a perdu contre une très belle équipe d'Indiana qui commence une belle saison. Indiana aussi dans le Power 4 qu'il faudra surveiller. Défaite de Charlotte 52-14. Et il y avait un match très intéressant entre Tulane et Louisiana que tu as regardé, il me semble, Célous. Ouais, j'ai regardé, C'était j'en ai vu des morceaux. Ouais, rivalité, hein, rivalité de Louisiane entre Tulane et les Raging Cajuns. Tulane s'est imposé 41-33. Ça a été un match avec pas mal de rebondissements. Louisiana a mené, puis Tulane est remonté prendre l'avantage à la mi-temps. Ils ont fait un énorme troisième quart avant que Louisiana essaie de remonter au score, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à remonter. Il y a un gros match du safety, du running back Hughes de Mackie Hughes 166 yards de de la course, un Tulane. touchdown. Ouais. Et Tulane qui l'emporte donc avec une grosse défense, effectivement, ouais, un gros troisième quart-temps. Et belle victoire pour Tulane. Après ces 2 défaites contre Kansas State et Oklahoma, Tulane remet la marche en avant en battant son rival de Lafayette. Et il y a eu un touchdown en retour de kick. Aussi, ouais. Donc, il y a 94 yards de Rayshon Pleasant. Voilà, donc belle victoire de 8 points. un match bien animé, bien sympathique à regarder. Ouais, entre Et deux programmes, Darian Mensah, là, qui a eu un rôle très très limité dans ce match-là, alors qu'il avait fait un début de saison prometteur, donc à suivre. Encore en apprentissage, le jeune quarterback de la Green Wave, effectivement. Ouais. Il a mis moins de 100 yards à la passe, je crois qu'il est à 80 yards à la passe à peu près. On verra la suite de la saison. Est-ce que la jeunesse de leur quarterback va les empêcher de viser plus haut? C'est ce qu'on verra. Ensuite, Temple qui l'a emporté contre Utah State 45-29 et UTSA qui s'est remis un peu la tête à l'endroit face à Houston Christian 45-7. UTSA
qui avait enchaîné 2 grosses défaites face à Texas State et Texas, et qui se venge sur la petite équipe de FCS. C'est souvent comme ça en college football. C'est souvent comme ça, même si voilà, FCS, G5, il peut y avoir quelques surprises. Il y a eu des surprises. Il y a eu des surprises. Surtout qu'il y a certains G5 qui sont excessivement faibles. Donc, ça passe pas loin. On va passer à la Pac-12. À la On Pac-12, la décidé avec Pac-12. Baptiste qu'on allait parler de la Pac-12 cette saison parce que elle ne peut pas jouer ce fameux spot du Group of Five, mais bon, c'est plus des équipes de Group of Five qu'autre chose aujourd'hui, hein, Oregon State et Washington State. Et puis Washington State fait un beau début de saison. Et il y avait un match de fou. Il y avait un match leur très bon début de saison. Ouais. Ouais, puis il y avait un match de fou face aux Spartans de San Jose State, une équipe de la Mountain West, victoire 54-52 en overtime, dans un match où ESPN, tu sais, ESPN, ils ont le truc des pourcentages de victoire selon le match. Ouais. À un moment, les Spartans étaient à 100%. Parce que à 25 secondes de la fin du match, ils avaient marqué un touchdown, donc ils repassaient devant, et Washington State n'avait plus que 25 secondes pour l'emporter. Et ben Washington State l'a fait. Washington State a égalisé avec une passe de Mathir pour a trouvé une belle course en fin de match qui a permis à Janikowski de marquer un field goal de 52 yards et qui a permis aux Cougars d'aller en overtime. Ça a été un super match à regarder en replay parce qu'il s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Il était assez tôt le samedi, donc c'était vers 3 ou 4 heures du matin. Mais c'était un replay très, très mouvementé entre ces deux équipes qui était vraiment très plaisant à regarder. Ça s'est fait plaisir en offense. Ouais, et avec un match très, très mouvementé de manière globale, hein, parce que chaque quarterback a lancé 2 interceptions. Il y a eu 4 fumbles en plus du côté de San Jose State, avec un qui a été récupéré par Washington State. Donc ça a été un match extrêmement animé de tous les côtés. Ouais, effectivement. Avec en plus les 2 premières possessions en overtime commencent avec 2 interceptions. Et puis derrière, Washington State qui marque avec la conversion à 2 points, puisque maintenant les nouvelles règles, ça fait quoi, 1 ou 2 saisons maintenant, oblige à faire une conversion à 2 points quand on est à la 2e possession en prolongation, avec une course de Dylan Payne. Et puis John Mathir ensuite a couru pour convertir les 2 points. Et puis San Jose State a marqué le touchdown, mais malheureusement n'a pas réussi à convertir. Il y a eu une grosse pression sur le quarterback, Emmett Brown, ancien joueur de Washington State, qui a fait un très beau match pour son retour dans son ancienne université. Et malheureusement, San Jose State, qui était invaincu avant ce match, a bien subi sa première défaite pour 2 petits points, mais c'était un match vraiment plaisant. Vrai super match de college football, avec des attaques dans tous les sens, des actions défensives intéressantes aussi. C'était sympa. Ouais. Et du côté de Oregon State, ils recevaient Purdue. Ça a été moins animé comme match. Ça a été surtout un très gros match au sol de la part des deux équipes, parce que Purdue fait 263 yards au sol, Oregon State en fait 341, avec 160 yards à la passe cumulée entre les deux équipes. Donc c'était presque un Army-Navy ce match. Ouais, c'est clair. Belle gros victoire d'Oregon State. Beau match de la défense aussi. D'Oregon State. Ouais. 2 turnovers et un pick six d'entrée de jeu. Ouais. Les Beavers prennent le scalp d'une équipe Power 5. Donc ça, Power 4, c'est assez cool. C'est assez cool. Et je vais le mentionner parce que je pense qu'on n'en parlera pas, mais il y a Kidran Jenkins, un défendeur des Boilermakers, qui fait 16 plaquages, 2 sacs, 3 plaquages pour perte. Donc même dans la défaite, c'est une ligne de stats absolument, absolument folle. Super ligne de stats, effectivement. Ça, si tu l'as je sais pas, si tu l'avais en fantasy en NFL pour ceux qui jouent avec les joueurs défensifs, ça fait des points. Ça fait des points. Puis ça fait. Puis les recruteurs. Puis ça fait. Comment dire, les recruteurs en NFL se disent que
On va peut-être jeter un coup d'œil sur ce joueur. On va parler un peu du français aussi, Jeffrey Mba, puisqu'il a joué dans ce match. Un plaquage seulement pour Jeffrey Mba avec les Boilermakers. On passe à la Mountain West, du coup. On passe de la Pac-12 à la Mountain West, parce qu'en plus, il y a une actualité croisée entre les deux conférences. Ouais. Et il ne s'est pas passé grand-chose de notable. Alors, tu veux qu'on commence par l'actualité ou les matchs? On peut commencer par l'actualité, parce que c'est je pense que c'est les gros titres de la Mountain West cette semaine, c'est surtout ça, quoi. Ouais, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des équipes supplémentaires de Mountain West qui pourraient rejoindre la Pac-12, puisque les équipes d'américaines ont toutes, c'est dans la nuit d'hier soir, elles ont toutes reconfirmé leur engagement à la conférence américaine, hein, qui en gros leur a, pour faire simple, hein, ils leur ont proposé de l'argent garanti parce que eux, ils ont des contrats qui sont là actuellement et ils ont de l'argent qu'ils peuvent garantir à donner aux équipes contre les gains potentiels de la Pac-12. Donc ils sont restés en américaine et donc la Pac-12, puisqu'il faut qu'ils atteignent 8 équipes, reprend une offensive un peu sur les équipes de Mountain West. On sait qu'il y a Utah State qui est dans les débats, que ça pourrait, si la Mountain West tombe en dessous des 8 membres, hein, parce qu'il faut 8 membres pour être une conférence de FBS, ça pourrait pousser Air Force vers la conférence américaine qui récupérait toutes les académies militaires. Et il y a UNLV aussi, hein, qui eux continuent leur très beau début de saison, qui eux aussi sont courtisés par la Pac-12. Donc il n'y a rien qui est fait, mais voilà, c'est les trois mouvements dont on parle le plus. Et du coup, si la Mountain West tombe en dessous des 8 membres, ils auront 2 ans du coup pour réatteindre les 8 membres. Il y a Hawaï aussi dans les rumeurs, donc ils auraient 2 saisons. La Pac-12 qui a décidé de faire son marché au niveau régional, hein, puisque les équipes de Mountain West sont à l'ouest des États-Unis. Et du coup, la Mountain West va commencer, je pense, à faire son marché chez les grosses FCS du coin. On n'a pas encore eu de rumeur. Surtout la Big Sky. Et la conférence, il y a Gonzaga qui pourrait rejoindre la Mountain West, mais Gonzaga n'a pas d'équipe de football. Ouais, donc, donc ils comptent pas dans les 8 membres obligatoires. Mais en tout cas, il va y avoir encore du mouvement dans le paysage du college football dans les semaines à venir. Le domino lancé par Oklahoma et Texas en 2021 continue à faire tomber jour après jour des nouvelles choses. Côté terrain, il y avait un match intéressant, on va dire, pour la course au spot. Boise State était de retour sur les terrains après sa bye week. Il recevait Portland State. Tiens, voilà une équipe qui pourrait peut-être rejoindre la Mountain West un jour. Victoire 56-14 contre Portland State. Encore un gros match de Genty qui dépasse les 100 yards à la course. QB Madsen a lancé 3 touchdowns et on a un peu vu Malachi Nelson, l'ancien joueur de USC. Bref, tout se passe bien pour Boise State après la défaite contre Oregon, mais la très belle défaite contre Oregon il y a 2 semaines. Boise State qui fait la victoire qu'il fallait faire contre une équipe de FCS. Ouais, plus de 500 yards en attaque, de la passe, de la course. C'est très bien passé pour eux. San Jose State, on l'avait dit, donc avait perdu 2 points contre Washington State. Colorado State recevait UTEP, victoire 27-17 pour les Rams. Nevada recevait Eastern Washington 49-16 pour le Wolfpack. Nevada donc. Et puis Fresno State a battu New Mexico 38-21. Le match était à Albuquerque. Belle victoire de Fresno State qui fait aussi un beau début de saison. Ouais. Avec une défaite contre Michigan en début de saison, mais derrière 3 victoires de suite. Attention, il faudra aussi compter sur eux en Mountain West. Donc, rien de honteux, hein, la défense contre Michigan. Et après, ils ont été... ils se sont fait un peu peur contre Sacramento State, qui est une des meilleures FCS, hein, se dit en passant. Et après, ils ont écrasé les deux Mexico. Ils ont écrasé les deux New Mexico, et puis ils ont un calendrier...
un calendrier où tout est prenable. Il faudra faire attention à UNLV et Washington State. Tout est prenable jusqu'à UCLA, mais bon, UCLA pourrait être complètement dans les choux à ce moment-là, donc à voir. Il y a quelque chose à jouer, à voir, effectivement. Et puis pour finir, c'était le match qui s'est terminé à 8h30 du matin, dimanche, Hawaii contre Northern Iowa, victoire des Rainbow Warriors, 36-7. Les Rainbow Warriors qui ont une attaque très sympa, notamment. Ça joue Comme pas souvent, trop mal. ça bombarde à la passe. Ouais, avec Braden Shager, 35 passes, 374 yards, 4 TD et 2 interceptions. Une autre journée au boulot pour le QB d'Hawaii. On va passer à la Sun Belt avec l'exploit de la semaine. C'était le match. J'étais dégoûté de ne pas l'avoir vu en direct parce que j'étais pas chez moi sur le début du slate. Mais je regardais un peu ce qu'ils disaient sur le Discord. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Trickplay Podcast. Et ce qu'ils disaient aussi sur Twitter. Et il y a eu un score de basketball entre James Madison et North Carolina. Un match absolument fou. James Madison qui s'impose 70-50. Sans aucun doute, les Tar Heels, cette saison en basket, il y a des matchs où ils en prendront moins que 70, avec surtout une première mi-temps où à la mi-temps, ils étaient menés 53-21, donc 53 points encaissés dans une mi-temps. C'est le record de UNC. Une performance offensive de James Madison absolument splendide, menée par Alonza Barnett, qui fait 388 yards à la passe et 5 touchdowns, et 100 yards au sol et 2 touchdowns. Donc des chiffres de jeux vidéo, littéralement. Ouais, c'est clair. C'était un match en ligne sur College Football 25. Et puis les deux premiers cartons, en fait, 25-14, 28-7. James Madison a appuyé sur l'accélérateur d'entrée de jeu et les Tar Heels ont été complètement à la rue. Le nombre de touchdowns où le receveur de James Madison est tout seul dans la end zone, mais ça m'avait choqué quand j'ai regardé le replay. Il va vraiment avoir un travail à faire parce que c'est pas la première fois que les Tar Heels prennent des scores comme ça par des équipes du G5. On se souvient d'un match contre Appalachian State il y a 2 ans où pareil c'était un shootout de fou qu'ils avaient réussi à remporter grâce à un match de fou de Drake May. L'attaque fait pas un mauvais match. North Carolina, l'attaque fait pas un mauvais match. Il y a le deuxième quart-temps où James Madison a été complètement clutch en défense avec 2 interceptions de Terrence Spence et un fumble. Il y a eu un pick six d'ailleurs sur ces 2 interceptions. Mais sinon, sur les 3 autres quart-temps, l'attaque de North Carolina a été bonne. Ils ont marqué leurs points. Mais c'est vraiment la défense. C'était journée porte ouverte. Il y a eu un touchdown sur un retour de punt aussi. Un punt qui a été contré. Je crois, Oui, parce que il y a eu deux touchdowns comme ça. Il y a eu un touchdown pour James Madison et un autre côté North Carolina. Ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, James Madison est invaincu et continue dans la lancée de ses 2 premières saisons en FBS et la saison dernière. James Madison était invaincu jusqu'à un moment très tardif de la saison. Et surtout, James Madison, il continue à gagner malgré un changement de staff quasi intégral et ils ont perdu énormément de titulaires qui soit étaient arrivés en fin d'éligibilité, soit ont suivi leur head coach à Indiana. Donc James Madison, ça bosse bien. Ouais, et puis cette année, ils pourront jouer la finale de conférence puisque les 2 années intermédiaires, de passage de la FCS à la FBS sont terminées. Donc maintenant, ils sont éligibles à la finale de conférence. Et au bowl. Et au bowl. Mais l'année dernière, ils avaient eu une dérogation. Ouais. Ils avaient une dérogation parce qu'il y avait des bowls avec des places de libre et du coup, ils étaient prioritaires, eux et Jacksonville State, et ils étaient prioritaires devant toutes les facs avec un bilan négatif. Oui, parce qu'ils terminent la saison en 11-1. Enfin, la saison régulière, ils la finissent en 11-1. Donc, non, une équipe hâte de voir la suite. Est-ce que... Bon, c'est sûr que North Carolina n'a pas eu la défense qu'il fallait, mais mettre 70 points quand même, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, surtout dans un match à haute intensité comme ça, parce que c'est pas un shutout contre une FCS où tu mets 70 points en déroulant tranquillement.
il s'est passé des trucs. Alors, ils ont appuyé sur l'accélérateur, mais à la fin, quand North Carolina commence à revenir, eh ben, ils se sont pas complètement endormis non plus. Ils ont continué à marquer. Donc, non, c'est une très, très belle performance. Une belle performance de James Madison. On en reparlera durant la saison. On en parlera aussi à la fin de l'épisode dans les équipes à surveiller pour les playoffs. James Madison qui est un petit peu apparu sur la carte avec cette victoire. Il y avait un beau match aussi, c'était jeudi soir, le match d'ouverture de la Week 4, South Alabama qui s'est déplacé à Appalachian State. C'est jamais un déplacement facile en Sun Belt d'aller jouer du côté de App State, et South Alabama n'en a rien eu à faire. Victoire 48-14. South Alabama, une attaque à surveiller parce qu'ils en avaient collé 80 et quelques la semaine dernière. Et là, ils vont poser 48 à App State. Ouais, ils ont 2 défaites en début de saison parce que quand on parlait de l'éligibilité aux playoffs, on disait le plus important c'est de gagner sa conférence, mais comme il n'y a qu'une seule place pour les équipes de Group of Five, c'est être champion de conférence et être le plus haut classé. Ouais. Le meilleur. Et pour South Alabama qui en plus affronte LSU la semaine prochaine, plus le fait d'être en Sun Belt, qui n'est pas la conférence, la plus réputée du Group of Five, même plutôt le contraire, c'est une des plus faibles avec la CUSA. Malgré ces bons matchs, ils sont pas maîtres de leur destin pour la qualification en playoff et ça paraît quand même compliqué, même si par contre le titre en Sun Belt est tout à fait envisageable. C'est ça, c'est surtout sur ce point-là. Ouais. Je pense que les playoffs, ça va être un peu short parce que les 2 premières défaites font mal. Par contre, ils s'imposent un peu comme un des prétendants sérieux à ce titre de Sunbelt, donc à surveiller. Puis c'était un beau match de l'attaque. Et puis gagner à App State, encore une fois, en Sunbelt, ça arrive pas souvent que App State perd chez eux dans les matchs de conférence. Ouais. Il y a eu d'autres matchs. Bon, ceux qui devaient perdre contre les Power 4 ont perdu face à ces Power 4 là. Louisiana Monroe se déplace à Texas, ils ont perdu. Georgia Southern se déplaçait à Ole Miss, ils ont perdu. Marshall se déplaçait à Ohio State, ils ont perdu. Arkansas State se déplaçait à Iowa State, ils ont perdu également dans des matchs où vraiment les équipes n'ont pas vraiment existé. Coastal Carolina qui perd contre Virginia aussi. À la maison, effectivement, 43-24. Et Jacksonville State, je vais y arriver, qui remporte sa première victoire de la saison face à Southern Miss, victoire 44-7. Puis Troy qui qui a battu Florida A&M. Il y a quand même la performance du receveur de Troy qui est à noter. Ouais. Devontae Ross, qui fait 211 yards et 3 touchdowns, donc voilà, et qui est déjà à 500 yards et 6 touchdowns en 4 matchs, donc c'est solide. Gros début de saison pour lui. Il est quoi d'ailleurs? Il est junior. Voilà, un joueur qui va s'inscrire sur le portail des transferts à la fin de la saison. Parce que les Trojans, avec le départ de leur head coach, c'est pas la joie. Head coach qui est parti d'ailleurs à Tulane. De côté de Tulane. Kevin Summerall, qui est parti à Tulane. Conférence USA maintenant, on va faire la MAC. Tiens, honneur, on finit par les plus mauvais à la fin. On va parler de la Mid-American Conference qui avait marqué le début de saison avec 2 belles victoires. Il y avait Northern Illinois qui avait gagné à Notre-Dame. On a Toledo qui avait gagné la semaine dernière à Mississippi State. On a un peu fait la soupe à la grimace pour ces 2 équipes-là ce week-end, puisque Northern Illinois a perdu contre Buffalo. Ouais, c'est très très dommage qu'ils étaient classés, ils étaient là en candidat pour la place en playoff. C'est pas complètement fini, mais on voit que c'est une équipe qui est pas stable, donc ça va quand même être compliqué. Ouais, puis ils étaient un peu sur le siège conducteur quoi jusqu'à présent avec cette victoire. Oui, ils étaient sur le siège conducteur et là ils sont plus sur le siège conducteur et ils sont un peu dépendants des performances des autres. C'est ça. Et puis beau match de Buffalo, même si franchement Northern Illinois se perd le match tout seul. 2 fois plus de yards en attaque pour les Huskies
face aux Bulls. Mais il y a eu un gros problème de finition. Il y a des drives qui ont terminé par des field goals. Donc forcément, en fait, tu n'arrives pas à tuer le match. Et les Bulls sont revenus en seconde mi-temps. Pour revenir en seconde mi-temps. Forcé dans un œil à aller en prolongation. Field goal bloqué pour les Huskies. Et derrière, Buffalo a juste fait les jeux qu'il fallait pour avancer un petit peu. Et derrière, le field goal de la gagne pour Buffalo qui commence la saison en 3-1. Donc avec une victoire chez une équipe classée. Du coup, dans un Illinois qui n'est plus classé aujourd'hui et qui redescend de son petit nuage. C'était intéressant de voir comment allaient se comporter les Huskies après leur victoire à Notre-Dame. Ils ont peut-être été un petit peu pris par leur nouveau statut parce qu'ils ont eu du mal à finir un match qu'ils avaient en maîtrise les 3/4 du match. Ouais, pour les autres résultats, donc il y a Kent State qui s'est fait écraser par Penn State 56-0. Notre-Dame qui a fait le boulot face à Miami, Ohio 28-3, mais bon, ça c'est pour l'autre podcast, mais Notre-Dame qui ne rassure pas. Oui. Ohio. Miami a vraiment pas été bon, mais Notre-Dame n'a pas été impressionnant. J'avais regardé un peu des extraits de. Enfin, je sautais un peu sur ce match-là quand c'était la pub sur Navy Memphis. Et bon, c'est pas impressionnant pour Notre-Dame, mais bon, Miami, Ohio, qui fait pas non plus un début de saison incroyable. Ils étaient une des grosses équipes l'année dernière en MAC, et là, ce début de saison pour Miami, Ohio, c'est compliqué. Ohio qui perd contre Kentucky 41-6. En match plus serré, donc même un match qui a été serré, qui s'est décidé en toute fin de match, Central Michigan qui bat Ball State 37-34. Avec, grosse performance à la course, 335 yards de la course pour Central Michigan. C'était un match de conférence. D'ailleurs, ça va commencer les matchs de conférence. Maintenant, plus les semaines avancent, plus on va rentrer dans de l'intérieur. Il va y avoir presque plus que ça maintenant. Et c'est là que ça va devenir intéressant pour le groupe of 5. Eastern Michigan qui l'emporte 36-0 face à San Francisco de Pennsylvanie. Et puis un match qui t'a concerné, puisque Bowling Green a fait un beau match contre Texas A&M. Ouais, ils ont fait un beau match. Leur défense qui les a laissés dans le match tout au long du terrain. Bon, par contre, moi, pour avoir regardé tout le match, ils étaient quand même largement dominés physiquement sur la ligne de scrimmage, mais leur coach, qui est un très bon coach offensif, il a su trouver des solutions aussi pour les garder dans le match, avec notamment le tight end, Harold Fanning Jr., qui fait 145 yards et un touchdown. Un des gros noms chez les tight ends d'ailleurs en college football cette saison. C'est un très bon tight end. Et Bowling Green, ils ont un bilan de 1-2 comme ça paye pas de mine, mais ils ont un bilan de 1-2 surtout parce qu'ils ont affronté Penn State et donc Texas A&M cette semaine. Ils ont été très loin d'être ridicules dans ces deux matchs. Donc, ils perdent d'une possession à chaque fois. Ils perdent de 7 points à Penn State, de 6 points à Texas A&M. Donc oui, le bilan n'est pas glorieux quand on regarde juste le score. Mais c'est une équipe qui, là, quand elle va arriver dans des matchs de Mid-American, normalement. Pour moi, avec les deux matchs là, qu'ils ont fait, s'ils jouent à ce niveau-là dans leur match de conférence, il ne va pas y avoir beaucoup de débats. Et pour moi, maintenant, à l'heure actuelle, ils font partie des favoris pour gagner la MAC. On va pas parler tout de suite du match Toledo-Western Kentucky. On réserve ça à la conférence USA. Akron ensuite qui a perdu à South Carolina 50-7. Et du coup on enchaîne, conférence USA, Toledo qui se déplaçait à Western Kentucky, Toledo qui avait fait une superbe victoire contre Mississippi State. On s'était emballé avec Baptiste en se disant cette équipe ça joue bien, ils ont posé des points, ils ont posé 50 pions à une équipe de la SEC, enfin 50 pions ou 40 pions, je sais plus exactement, une équipe de la SEC chez eux en plus. Déplacement à Western Kentucky, ça s'est pas passé exactement comme prévu, l'équipe a perdu. Défaite de Toledo. Et match atroce du quarterback de Toledo, Tucker Gleason. Ouais, ils ont perdu gros en perdant leur quarterback à l'intersaison. Le quarterback de Western Kentucky n'a pas été bon non plus. Faut dire que ça a été un bon match pour les quarterbacks. Pour les attaques en général.
turnover battle ce match, puisqu'il y a eu 7 turnovers en tout, 4 turnovers pour Toledo et 3... je sais jamais comment on les compte, mais... oui, ça, 4 turnovers pour... 4 turnovers pour Toledo, 3 turnovers pour Western Kentucky. Et puis surtout dans le Money Time, Tucker Gleason a été absolument atroce avec 2 interceptions lancées coup sur coup sur ces downs. Il y a eu un fumble entre-temps de Western Kentucky qui voulait décidément pas gagner ce match aussi. 5 fumbles de Western Kentucky au total. Ils n'ont pas tous été recouverts par les adversaires, mais 5 fumbles, c'est quand même... C'est un match qui s'est joué sur ça. Problématique. C'est un match qui s'est joué sur les turnovers. Et victoire 26-21 pour Western Kentucky. Toledo, coup d'arrêt pour eux. Après cette victoire contre Mississippi State, Toledo qui fait toujours office de favori en MAC. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça parmi les favoris, ouais, ils sont toujours là, mais bon, l'espoir d'une place en playoff s'éloigne parce que de manière globale, à part la conférence américaine, toutes les autres, pour vraiment espérer avoir la place en playoff, il faut pratiquement être invaincu, et être champion de conférence et en étant invaincu ou avec une seule défaite au maximum. Mais Boise State et on va dire ou alors c'est des défaites contre des Power 5 voilà. qui peuvent excuser les choses, mais les défaites contre d'autres équipes du J5 sont... Ouais, ça va peser lourd dans le bilan. Ça va être très compliqué pour ces équipes-là. Toledo qui tombe à Western Kentucky, ça c'est dommage pour eux. Et puis on a déjà parlé de Liberty qui a gagné contre East Carolina. Sam Houston qui a battu New Mexico State, je suis pas sûr qu'on en ait parlé. On n'en a pas parlé. Victoire 31-11 des Sabercats qui font un très bon début de saison par rapport à l'année dernière où ils n'avaient pas gagné un seul match. Si je dis pas de bêtises, je crois dans mes souvenirs, ils font, en tout cas. C'est une équipe qui arrive de. C'est une équipe qui arrive de STS il n'y a pas très très longtemps. Mais là, ils font un début de saison sympathique. Bon, je pense pas que ça durera. Florida International. Voilà, je disais que les FCS peuvent parfois gagner contre des équipes de FBS. C'est arrivé. Monmouth, une équipe de Pennsylvanie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est en Pennsylvanie, oui. Non, New Jersey, pardon. C'est dans New Jersey qui remporte la première victoire de son histoire contre une équipe de FBS, victoire à Florida International sur le terrain de Pitbull, au Pitbull Stadium, victoire 45-42. Oui, parce que Pitbull est sponsor de Florida International. Ça s'est passé cette off-season. Et pour Monmouth, le programme existe depuis 1993. Ils ont eu un seul head coach, un seul coach qui est là donc depuis le début, et il gagne donc au bout de 31 ans avec les Hawks sa première victoire contre une équipe de FBS. Ce qui pourrait être en plus de ces dernières saisons, parce que je crois qu'il est assez vu en plus ce coach. 31 ans avec un programme, oui, dans tous les cas. Le programme, c'est lui. Je pense que ce gars-là, le stade, pas besoin de chercher longtemps comment sera renommé le stade ou le terrain, parce que des fois ils font ça aussi de renommer juste le terrain. Tout à fait. C'était un match. C'est ça. C'était un match ping-pong. Ça a été à toi, à moi. Field goal à la fin des Hawks et derrière Florida International qui fumble sur son drive final. Belle victoire pour cette équipe de FCS. Contre l'équipe de Florida International qui va être un peu quelconque cette saison. La seule actu de cette équipe, c'est un peu notre terrain est renommé et sponsorisé par Pitbull, mais sinon il n'y aura pas grand-chose à voir du côté des Panthers cette saison. Dernier match avec Middle Duke Tennessee qui perd contre Duke 45-17. Pas grand-chose à dire. Le running back de Middle Tennessee, Cradle, qui fait un bon match avec 125 yards, et Jaden Cradle avec 125 yards et un touchdown. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement. Donc voilà pour tous les résultats de cette semaine dans le Grand Pac 5.
ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les défaites de Memphis, Northern Illinois et Toledo ont un petit peu rebattu les cartes par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. On détaille un petit peu qui sont dans nos têtes actuellement les prétendants. Ouais. Allez, on va commencer. Vas-y, Celo, si tu peux. Donne-moi ton. On détaillera un peu, mais là actuellement, si je te demande de me dire l'équipe pour toi qui va aller au College Football Playoff, ce serait qui du coup? Boise State. Ils ont écrasé tous leurs adversaires, sauf Oregon, contre qui ils ont franchement pas été ridicules. Ils jouent dans une bonne conférence du Group of Five. La Mountain West, c'est une bonne conférence. Ils ont le meilleur joueur du Group of Five, qui est un des meilleurs joueurs instantanés du college football, Ashton Gianti. Donc, pour moi, ils sont sur le siège conducteur et en tout cas, ils ont leur destin totalement entre leurs mains. Il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs. C'est pas compliqué, de toute façon. Ça va être ça la règle. Je suis d'accord avec toi, le front-runner est Boise State. Et puis de toute façon, en fait, c'est la seule équipe du Group of Five qui est classée cette semaine, puisqu'ils sont rentrés dans le top 25 à la 23e place, si je dis pas de bêtises. Non, à la 25e place, pardon. À la 25e place. Voilà, donc Boise State, équipe, c'est le favori actuellement, mais comme tu as dit, en fait, la règle, elle va être simple. Dès que tu vas perdre, tu vas reculer très vite dans la hiérarchie. D'autres équipes qu'il faut noter, qu'on a eu envie de noter cette semaine dans les équipes qui sont dans les prétendants. UNLV n'a pas joué ce week-end, reste dans les prétendants, ils sont en 3-0. James Madison, avec des matchs très solides surtout. Ouais, oui, avec une victoire, une très belle victoire qui était face à. Mais je sais plus c'était contre qui leur victoire. UNLV, c'était la victoire face à Kansas. À Kansas et victoire à Houston aussi. Donc eux, ils ont 2 victoires contre les Power 4 chez les Power 4 en plus. Donc ils ont un dossier qui est sympa, mais on va reparler un peu du calendrier derrière. Il va y avoir des matchs intéressants pour eux qui vont venir. James Madison, Army, Navy, ils sont invaincus et ils viennent d'apparaître comme des possibles prétendants. Ce sont un peu les équipes qui viennent d'apparaître dans les fameux pourcentages d'ESPN qui s'amuse, All State, pardon, qui s'amuse à faire un peu des pourcentages des équipes qui iront au College Football Playoff parmi le Group of Five chaque semaine. C'est Army qui est apparu notamment dans le classement. Liberty continue à se balader, mais Liberty, invaincu qui remporte la conférence USA, sera derrière une équipe comme Boise State qui remporte sa conférence avec une seule défaite. Liberty se balade toujours et va devoir attendre que ça continue à tomber devant. Tulane, est-ce que Tulane est encore dans le rythme pour toi ou est-ce que les 2 défaites sont déjà numériquement, ils sont dans le rythme, mais par contre, faudra gagner la conférence. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et moi, je pense que ça va être un peu compliqué avec l'inexpérience de leur quarterback, qui a montré des très belles choses. Mais dans le Money Time, c'est pas toujours ça. Dans le Money Time, c'est pas ça. Il aura déjà coûté un match précédemment avec un fumble parce qu'il veut absolument faire un jeu plutôt que d'encaisser un sac, avec une interception très coûteuse en fin de match. C'est des erreurs de jeunesse, mais ça risque de leur coûter la place en playoff. Puis Memphis n'est pas encore sorti de la course aussi. Ils ont perdu, mais ils ont plus le droit à l'erreur. Ouais. Et puis, alors eux ne peuvent pas prendre ce spot-là, mais j'ai quand même envie de faire une petite mention de Washington State. Ils sont dans le coup. Ça va être long, ça va être très long à gravir, mais ils sont dans le coup pour aller chercher une place top 12. S'ils continuent à gagner. Il faut être invaincu. C'est pas compliqué. Pour les Cougars, il faut être invaincu. Ils seront dans la discussion, mais ça risque peut-être d'être la première équipe invaincue qui sera laissée en dehors parce qu'on va préférer mettre des équipes à 3 défaites de la South Eastern ou de la Big Ten. Mais ça, c'est un autre débat. Les matchs à noter. S'ils sont invaincus, s'ils auront battu 2 Power 4, ils auront battu Boise State, plus Oregon State contre qui, s'ils sont invaincus, en tout cas, je pense que s'ils seront invaincus, une équipe invaincue complètement en ayant battu 2 Power 4, j'ai du mal à les voir en dehors du top 12.
Après, il faudra voir. Pour l'instant, ils sont Comme même il y pas a encore. les histoires de champions de conférence, mais pour l'instant, ils sont pas encore classés. Mais bon, voilà, de toute façon, Mais ils ont ça, une belle on en équipe saura plus. et John Matter fait un sacré début de saison, leur quarterback. Et ça, de toute façon, on en saura plus avec Mm. l'affrontement de la semaine en Group of Five dont on va parler dans quelques minutes. C'est ça. Les matchs à noter pour la Week 5. Attention, les matchs à noter pour le Group of 5. Donc, si vous cherchez du Ohio State, du LSU ou du Alabama, c'est pas ici qu'il faut venir. Mais voilà, si vous voulez vous faire des petits matchs de Group of 5 à côté pendant les slates, voici les quelques matchs qu'on vous propose avec Celos. Samedi à 18h, Tulane reçoit South Florida. Match très intéressant dans l'optique de la finale de conférence en American. South Florida qui n'a pas fait le début de saison, enfin, bon, qui a perdu contre Miami et Alabama, mais qui a fait un bon match contre Alabama, qui se déplace à Tulane. Ça va être intéressant à voir. Et puis, on l'a noté aussi, Northern Illinois qui se déplace à North Carolina State. North Carolina State qui n'est pas dans la forme de sa vie. L'arrivée des Huskies Extrêmement décevant. Ouais, qui est très décevant. Les Huskies qui ont battu Notre-Dame et qui auront peut-être envie de se racheter après leur défaite face à Buffalo. Ce sera un match à observer. Ça peut très vite partir en carnage pour North Carolina State qui mène rapidement. Mais petite upset alerte peut-être. Enfin, bon, je sais qu'on parle pas trop d'upset parce que les deux équipes sont pas classées, mais petite alerte sur ce match-là. Samedi 21h30, on Ouais, aura un match capital probablement dans la Mountain West. Fresno State contre UNLV. Donc deux équipes invaincues pour le moment. Peut-être pas. Ils sont invaincus Fresno, je sais plus. Non, Fresno est à 3-1, mais ils sont invaincus en conférence pour l'instant. Ouais, donc un match qui Fresno va State être. peut venir jouer les troubles faits dans cette Oui, et puis en plus, voilà, Fresno State, c'est une défaite contre Michigan, donc c'est pas non plus. Ça les sort pas de la course en tout cas. C'est un peu le même profil que Boise State, quoi. Ils ont perdu chez une très grosse équipe dans un match honorable, Voilà. même Et s'ils donc, sont un cran en dessous de Boise State. Et puis Liberty qui va se déplacer à App State, c'est le match le plus dur de Liberty cette saison. Déplacement à App State, c'est vous dire la difficulté du calendrier des Flames. après, Liberty peut c'est perdre jamais sa saison. facile d'aller. C'est jamais facile d'aller à Boone. Le stade est plein toutes les semaines, malgré le fait d'être dans un coin complètement reculé de la Caroline du Nord. Mais Ouais. en tout cas, si vous avez jamais vu de match joué à App State, regardez, Oui. il y a toujours une très très belle ambiance pour un match du J5. Puis là, en plus, l'automne est arrivé et tout, donc parce qu'il y a la forêt un peu derrière et tout, donc en termes de cadre, c'est un des plus beaux stades du college football. C'est magnifique. Dimanche à 1h du mat, Rio Grande Rivalry. New Mexico qui se déplace à New Mexico State. Les deux équipes qui ont un début de saison un peu difficile, donc ça va. Souvent, quand on fait pas une belle saison, on est content de battre son rival. Donc voilà, ça va être un match qui va sûrement qui va être très très important pour la saison de ces deux équipes. Un match qui n'a pas d'implication pour les playoffs. Les deux équipes sont déjà out. Mais ouais, c'est ça, petite rivalité. C'est sympa de noter les petites rivalités et ça fait partie du college football, ce genre de match. Dimanche à 1h45, j'ai rajouté ce match-là. Bon, ça peut très vite être un match à zapper. Ça peut très vite tourner au carnage. South Mais la défense Alabama. de LSU a toujours laissé les adversaires dans le jeu depuis le début de la saison. Donc South Alabama contre LSU, du coup. Les Jaguars se déplacent à Death Valley, Death Valley, dans la vallée de la mort de LSU. South Alabama qui a fait 2 gros matchs en attaque. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. On verra. Et puis si vraiment vous êtes... ça c'est le match de la semaine en Group of 5. Si vous êtes... vous êtes vaillant. Ouais, ou vous vous levez tôt. Ça dépend. Vous levez très tôt, ouais. 4h du matin, Boise State reçoit Washington State, deux équipes qui se croiseront du coup en Pac-12 dans 2 ans. Tout à fait. Et c'est un match qui va être capital pour les deux équipes. Washington State, le rêve des playoffs est lointain, mais ça pourrait leur faire une autre belle victoire sur leur résumé. Le rêve des playoffs passe par Boise, tout simplement. Pour Boise, ça leur ferait une victoire contre une équipe qui est invaincue, qui est, je crois, qui est la première équipe non classée, qui fait partie des équipes ayant reçu des votes et qui est juste border du classement.
Donc c'est Le vainqueur de ce match sera dans le top 25 dimanche prochain. voilà, le vainqueur de ce match sera classé dans le top 25, probablement 25e ou enfin pas très très haut, mais il sera dans le top 25 et si Boise perd, bah, la place en playoff, les cartes seront une nouvelle fois complètement rebattues. Et si Washington State gagne, bah, le rêve très lointain de playoff pour les Cougars existera toujours. Et oui, effectivement. Voilà. Et puis après, il y aura plein d'autres matchs, bien sûr, mais ça, ce sont un petit peu les matchs qu'on a entourés sur le calendrier pour cette belle Il Week y a 5. une rivalité dont on n'a pas parlé, Georgia Southern contre Georgia State, c'est Oui, la version Reddit hein, de la old fashion hate entre Georgia et Georgia Tech. C'est 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 vrai, la c'est version vrai. du pauvre. Mais Georgia voilà, State petite qui a, rivalité qui a gagné un en match contre. Géorgie. Ouais, c'est la rivalité. Ouais, c'est un peu la rivalité pauvre. Enfin, pauvre. Il y a une rivalité. Bon, il n'y a même pas une si grosse rivalité que ça entre les deux programmes. C'est deux programmes récents, mais officiellement, il y a une rivalité. Je crois qu'ils l'appellent la New Eight, Ok. Rivalry en réponse à la Old Hmm. Fashion Eight entre, Georgia et entre Georgia Tech Tech. et les Bulldogs. Oui, et Georgia State qui avait remporté un beau match contre Vanderbilt la semaine Ouais. dernière, donc à surveiller pour eux. Voilà, on a fait le tour de ce qui se passe dans le Group of Five. Encore pas mal de matchs entre des équipes de conférences différentes. On commence à rentrer petit à petit dans le groupe, dans le vif Dans du les sujet, calendriers de conf. parce que ça va être le plus important, parce que même si vous faites une saison de fou, si vous n'êtes pas en finale de conférence, bah, vous dégagez. Donc voilà, et merci Célos de ta participation pour ce groupe five. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, pourquoi pas faire un Avec épisode plaisir. à 3 avec Baptiste. Ça pourrait être Ouais. sympa en tout cas. Merci à toi et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous écouterez ce podcast et on se retrouve donc pour le 1-2-6 sur la chaîne Twitch de Triplé Podcast à 17h. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.